Eh bien, merci. J'ai pas la tâche la plus facile des trois, je trouve. Mais bon, c'était un défi parce qu'il y a beaucoup de choses finalement, dont je vais vous parler, qui vous concernent pas directement, mais ce que je voudrais mettre en valeur, et c'est pour ça que j'ai pris le slogan de la campagne nationale d'hygiène des mains, c'est ensemble évitons les infections. Moi, ce que j'essaie de développer au bloc opératoire, mais j'avoue que c'est un petit peu compliqué, c'est justement de ne plus entendre les infirmières qui disent oui, mais vous nous demandez ça et regardez, vos confrères ne le font pas, donc on ne voit pas pourquoi. On le ferait. Les anesthésistes qui disent oui, mais les chirurgiens qui disent oui, mais les anesthésistes. Moi, je voudrais bien développer cette espèce de team spirit, un peu comme si on était tous dans le cockpit d'un avion et que le copilote interdit au pilote de décoller si tout n'est pas parfait. Donc, mais j'avoue que c'est un peu, je me rends compte que c'est un peu compliqué, mais c'est un peu dans ce sens-là que je vais vous parler de choses qui vous, peut-être vous concernent un petit peu moins. Quand je regarde cette dia, je me rends compte en fait que vous êtes parmi les spécialistes les plus concernés par toutes les infections associées aux soins. Vous êtes concernés par les infections urinaires parce que vous posez des indications de sonde urinaire. Vous êtes concernés bien sûr par les infections des voies respiratoires. Vous êtes concerné par les infections du site opératoire et vous êtes concerné, on l'a vu, par les infections liées au cathéter. Vous voyez que ça ne représente pas 100% des infections, toutes ces infections-là, mais ça représente quand même la grande majorité. Alors, si on va faire quelques petits focus, parfois très rapides, pour la prévention des infections urinaires sur sonde, et je pense que j'ai repris ce que tu avais mis dans ton travail, Benoît. L'anesthésiste veillera à limiter les indications de sondage. La première mesure de prévention d'une infection urinaire sur sonde, c'est ne pas mettre de sonde. Ça va être valable avec tous les cathéters, évidemment. Donc, c'est toujours la première mesure de prévention. Si on décide de mettre, et souvent vous êtes lié à des protocoles, hein, il y a des interventions pour lesquelles on va en mettre de façon systématique. Parfois, on n'a pas beaucoup le choix. Vous allez parfois avoir l'occasion de décider si la sonde est encore nécessaire quand le patient quitte la salle ou parfois en salle de réveil, puisque la deuxième mesure de prévention des infections liées à la présence d'une sonde, c'est de diminuer le plus possible la durée du sondage. Et donc, le troisième moment où vous pouvez intervenir, c'est veiller à ce que la sonde soit toujours bien en position d'équilibre quand vous transportez le patient, soit vers la salle de réveil, soit parfois vers les soins intensifs. Donc là, vous avez un rôle à jouer. Dans la prévention des infections respiratoires, il y a des procédures d'intubation, il y a le changement des tubulures une fois par semaine, ça c'est quand on est en réa, changement du filtre machine, etc. Et on en a déjà parlé, la bouche propre. Alors vous allez me dire, j'ai pas grand chose quand le patient est au bloc, it's too late, mais comme l'a dit Geneviève, informer le patient à la consultation pré-op que l'hygiène de la bouche est un élément excessivement important quand on va être intubé, je pense que c'est primordial. Donc ça, c'est vraiment de l'information patient. Alors, lors de l'indication, l'utilisation de matériel stérile, les techniques propres et atraumatiques, parfois l'utilisation de matériel à usage unique est important. Je pense que là, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Non plus l'hygiène des mains, par contre, et là, Baudouin l'a montré tout à l'heure, on sait par la campagne d'hygiène des mains, je ne vous ai pas repris les chiffres spécifiques, mais l'hygiène des mains avant un contact avec les voies respiratoires, c'est probablement une des indications les moins bien suivies. Donc l'hygiène des mains va diminuer le risque d'introduire dans les voies respiratoires inférieures du patient des micro-organismes qui ne devraient pas s'y trouver, même si ce sont ceux du patient. Et donc l'hygiène des mains va être nécessaire avant et après tout contact avec les voies respiratoires du patient. Alors, lors de l'intubation, vous allez porter des gants. Et ça, c'est peut-être le moment de faire un tout petit laïus sur le port de gants. Puisque quand on est au bloc, on observe quand même souvent des comportements qui ne sont pas tout à fait adéquats. Le port de gants est la meilleure et la pire des choses. Ici, je parle de gants non stériles, hein, les gants que l'on met pour se protéger soi en tant qu'opérateur. Donc, le gros problème, c'est que quand on porte des gants, on a l'impression d'être protégé. Et on est protégé. Mais si on oublie de les enlever, on met les autres en danger. Et donc ça, c'est un gros souci. Alors, il est évident qu'on ne désinfecte pas des gants. Nous ne sommes pas encore dans un pays à ressources limitées. Donc, nous ne devons pas désinfecter les gants. Quand on n'a plus besoin de gants, on les enlève. Et puis, si on a de nouveau besoin de gants, on met à nouveau des propres.
On évite de toucher des surfaces avec ces gants qui ne doivent pas être touchés avec des gants. Pour la raison que je vous disais tout à l'heure, parce qu'on va contaminer ces surfaces et on risque de mettre les opérateurs suivants en danger. C'est excessivement important. Donc les gants, je ne le dirai jamais assez, je pense que c'est vraiment la meilleure et la pire des choses. On met des gants pour l'acte qui nécessite le port des gants. Dès que cet acte est fini, qu'on ne doit plus être protégé, on enlève ses gants. Avant de mettre les gants, on se frictionne les mains. Après avoir enlevé les gants, on se frictionne les mains. Les gants, Annette Skurman a fait une magnifique étude, c'est notre collègue de la KUL. Ce n'était pas une étude, c'était un peu par hasard. Elle voulait montrer aux gens, en fait, vous connaissez la machine avec laquelle on peut regarder si on s'est désinfecté correctement les mains. Donc en fait, c'est une lampe UV et on se met sur les mains, on met un produit dans lequel on a mis de la fluorescéine qui va apparaître fluorescente sous la lampe UV. Et Annette voulait montrer aux gens qu'on ne pouvait pas désinfecter les gants. Et donc, elle a fait désinfecter les gants des soignants et elle voulait leur montrer que il n'y en avait pas partout, que ça n'allait pas. Mais alors, après avoir enlevé les gants, elle a remis les mains sous la lampe UV. Et qu'est-ce qu'elle a vu? Toutes des petites taches de fluorescéine. Donc les gants ne sont pas une protection absolue parce qu'il n'y a pas une boîte de gants qui sortirait de l'usine si on ne permettait pas qu'il y ait un certain nombre et un certain type de trous. Et tout ça est excessivement bien codifié. Donc il y a des trous dans les gants, donc il est important, quand vous les enlevez, de vous désinfecter les mains. Une fixation propre et efficace, ça vous savez. En ôtant le tube, une sonde d'aspiration stérile, une aspiration endotrachéale suivie d'une aspiration intrabuccale et intranasale, et pas avec la même sonde, évidemment. On change de sonde chaque fois. Il ne faut pas être distrait. Pas par son GSM, mais il ne faut pas être distrait et se dire par lequel je commence, je vais faire des économies. Non, c'est une sonde différente chaque fois. On ôte le tube, on porte des gants et puis hygiène des mains. Donc, je pense que là, les messages principaux concernant la prévention des infections respiratoires sont passés. La prévention des infections liées au cathéter a déjà été traitée, mais je ne peux pas m'empêcher de vous montrer ceci. J'ai énormément de plaintes des soignants disant, quand les patients remontent ou quand les patients arrivent en salle de réveil, toutes les voies ne sont pas bouchées. Si une voie n'est pas bouchée, c'est la porte ouverte à l'infection, clairement. Alors, il n'y a qu'à mettre des petits bouchons, mais les petits bouchons, je vous conseille de les changer chaque fois. Ça ne coûte rien, un petit bouchon. Honnêtement, maintenant, je n'ai pas beaucoup, j'oublie les prix. Je le fais souvent exprès, mais dans ce cas-ci, je n'aurais pas dû. Mais c'est 0,0016 ou quelque chose comme ça. Un petit bouchon stérile. Donc, je vous conseille de remettre un petit bouchon stérile parce que ça, ce sont des petits bouchons qu'on a enlevés d'une voie et puis on les a mis sur une boîte de pétri. Voilà ce qui pousse. Ce sont vos staphylocoques coagulase négative. C'est pas très méchant, mais c'est dommage d'aller les mettre dans la circulation des patients. En soi, un staphylocoque coagulase négatif, ça n'a pas de facteur de virulence, ça a juste une caractéristique extraordinaire, c'est que ça s'accroche. Et quand ça s'accroche, ça reste et ça veut dire que ça fabrique un biofilm. Et quand le biofilm est formé, ça veut dire que c'est la porte ouverte à une septicémie. Donc, changez les petits bouchons et ne pas oublier de fermer les voies. Parfois, vous pouvez laisser la seringue, j'aime pas trop, et vous non plus. Mais enfin bon, ce sont des choses qu'on tolère. Si vous devez plusieurs fois injecter pour des raisons X ou Y, vous pouvez laisser la seringue, du moment que vous n'ouvrez pas la voie, vous pouvez laisser la seringue, mais changez les petits bouchons et fermez bien toutes les voies. Alors, prévention des infections du site opératoire, on en a déjà parlé, rites et mythes. Et on a déjà parlé des rites et on a déjà parlé des mythes tout à l'heure. Mais il y a aussi, vous l'avez vu, des mesures basées sur l'évidence et Geneviève vous a montré qu'il y a des vieilles recommandations de 99, ça ce sont les premières Guidelines for Prevention of Surgical Site Infection des CDC 99 qui ont été caractérisées par la puissance des recommandations. Et puis, on a les recommandations du Conseil supérieur de la santé en juillet 2014. On a un update des recommandations de 99 qui avait peut-être déjà été updaté en 2008, je crois. Il y avait déjà eu un update en 2008. Et puis alors, il y a les toutes nouvelles recommandations de l'OMS.
chacun y va de ces petites recommandations à peu près toujours pour dire la même chose. C'est un petit peu ça qui est enrageant. Enfin, il y a parfois des petites différences. Alors, dans cette prévention des infections du site opératoire, on a vu des facteurs préopératoires intrinsèques et extrinsèques aux patients. Et puis alors, il y a des facteurs péropératoires et des facteurs post-opératoires. Et moi, j'aime bien cette conceptualisation du risque infectieux. Le risque infectieux, pour l'infection du site opératoire, c'est le nombre de bactéries multipliées par leur virulence, diminué par la résistance de l'hôte. Vous avez au bloc opératoire tous des hôtes fragiles, puisque si on fait une incision au niveau de la peau c'est une merveilleuse barrière de résistance, mais vous avez déjà troué la peau en mettant le cathéter et on va trouer la peau en faisant une intervention chirurgicale. Enfin, parfois, c'est par voie naturelle, mais beaucoup sont quand même via un abord cutané. Et donc, la contamination du site opératoire, elle est indispensable à l'infection du site opératoire. Et donc, ce sont ces bactéries qui viennent dont on ne sait pas très bien où, enfin si on le sait très bien, mais qui sont toujours présentes en salle d'op. Dans 95% des infections, les bactéries sont présentes dans la salle. Donc, une plaie contaminée par plus de 10 exposants 5 CFU par gramme de tissu va s'infecter significativement plus que si c'est moins que 10 exposants 5. S'il y a présence de matériel étranger, bien sûr, comme un implant, une prothèse, le nombre de bactéries nécessaires pour provoquer une infection va diminuer de façon drastique. Vous connaissez la relation entre la présence d'un corps étranger, que ce soit un cathéter, que ce soit une prothèse, que ce soit une sonde urinaire, et le risque infectieux. Ça va dépendre aussi du micro-organisme et notamment, ça va dépendre de sa faculté à sécréter cette espèce de colle, cette espèce de biofilm qu'on appelle slime ou glycocalyx qui va lui permettre d'adhérer et de provoquer l'infection. La contamination du site opératoire, elle va aussi dépendre de la classe de contamination de la plaie. Ça, ce sont des choses qu'on connaît très bien. Va dépendre du réservoir de germes et de leur mode de transmission. Comme je vous le disais, ça se passe le plus souvent pendant la chirurgie et non pas parce que le patient est allé aux soins intensifs 48 heures en post-op. C'est pas là que se passe l'infection. Elle est déjà présente au bloc opératoire et le réservoir est dans la salle d'op pendant la chirurgie. 95% des infections vont être liées aux germes qui viennent du patient. Geneviève vous l'a déjà dit. Et les germes qui viennent du patient, eh bien, il est évident qu'on va reporter une intervention, si on a un patient qui a une infection intercurrente et qui doit être traité. Les cholécystites, par exemple, on les refroidit et puis on les opère. Quand on sait qu'un patient est porteur d'une infection, on arrive dans une catégorisation de risque qui est bien trop grande et que si on peut attendre, on va certainement attendre. Équilibrer les glycémies, on va en reparler, Geneviève en a déjà parlé, hyperalimenter le patient des nutriments, préparer la peau du patient, on va en reparler, décoloniser le patient porteur de staph dorée, la cessation tabagique, tout ça, on a déjà dit, ce sont des facteurs pré- et péropératoires qui sont liés au patient. Donc 80% des ISO, donc 95% des germes proviennent du patient, mais oui, 80% des ISO proviennent de la flore du patient, c'est un peu contradictoire. Mais il y a une flore transitoire qui va être diminuée par la préparation hors QO, la douche opératoire. On a parlé de l'intérêt de vérifier la qualité de la préparation du patient. Vous êtes là aussi quand le patient arrive en salle. L'infirmière est là, mais vous aussi. Donc, si ce n'est pas bien vérifié par les infirmières, vous pouvez aussi, vous, à un moment donné, intervenir. La flore résidente, elle va être diminuée par une bonne préparation du patient au quartier opératoire. Et ça va être la désinfection du champ opératoire. Les objectifs donc, de cette désinfection, diminuer le nombre de micro-organismes, puisqu'on a vu qu'il fallait une contamination de la plaie pour pouvoir avoir une infection. On va toujours privilégier des solutions hydroalcooliques si c'est de la peau saine, que ce soit pour un cathéter, on l'a déjà vu, mais pour la désinfection du champ opératoire, c'est exactement la même chose. Maintenant, est-ce qu'il faut de la polyvidone? Est-ce qu'il faut de la chlorhexidine 0,5? Est-ce qu'il faut de la chlorhexidine à 2%? Honnêtement, on ne sait pas très bien. Donc moi, je trouve que chacun doit pouvoir intervenir, enfin, doit pouvoir désinfecter son champ avec le produit avec lequel il se sent plus à l'aise, que ce soit une question de couleur, que ce soit n'importe quoi. On n'a pas d'argument pour dire l'un plutôt que l'autre. Il est
impératif de respecter le temps de séchage. Et là, vous avez aussi un rôle à jouer. Je trouve que vous pouvez aussi regarder. On ne va pas tamponner pour faire sécher plus vite. Donc à Saint-Luc, on préconise la double désinfection. Une désinfection qui est une désinfection propre, qui est faite par l'infirmière tournante ou par l'anesthésiste. Non, ça je n'oserais pas vous demander. Mais qui est faite par l'infirmière tournante. Mais si vous le faisiez, ce serait fait bien en amont, ce serait vraiment chouette, hein, mais je n'ose pas vous le demander. Et puis, une désinfection stérile qui va être faite par l'opérateur à partir du moment où il est habillé ou par l'équipe chirurgicale. Les produits, on a dit, ça n'a pas beaucoup d'importance du moment qu'il y ait de l'alcool. Alors, ça, c'est dans les guidelines du WHO. Ils ont en fait repris toutes les recommandations qui sont déjà publiées. Et c'est juste pour vous montrer qu'il n'y a pas deux recommandations qui disent la même chose. La seule chose, c'est qu'ils disent qu'il faut de l'alcool. J'insiste lourdement sur l'intérêt de l'alcool, mais dans ce cadre particulier, c'est vraiment important. Dans le temps, vous avez peut-être vécu, avant l'arrivée sur le marché de l'alcool, de la polyvidone iodée en solution alcoolique, vous avez certainement, et vous faisiez ça, hein, vous désinfectiez beaucoup avec la polyvidone dermique. Donc, on n'avait pas grand-chose d'autre, je dirais. Les gens qui croyaient dans l'effet rémanent de la polyvidone, donc dans l'effet prolongé dans le temps de la polyvidone, utilisaient de la polyvidone dermique, mais maintenant on a l'alcoolique, donc c'est celle-là qu'il faut privilégier. Le contrôle de la glycémie en post-op immédiat en chirurgie cardiaque, c'est un niveau d'évidence 1, donc on sort des mythes et des rites. Dans les autres chirurgies, c'est un niveau d'évidence 2. Et là, les recommandations aussi disent maintien de la glycémie. Tout à l'heure, tu as dit 200. D'autres recommandations disent 180. Donc, je dirais que là, il n'y a pas de consensus. Mais si on dit 180 pendant 18 à 24 heures après la fin de l'anesthésie, ça me paraît raisonnable. Ça a un impact direct sur la prévention des infections du site opératoire. La normothermie, c'est le cauchemar des hygiénistes. Parce que les moyens qui vont générer cette normothermie, alors qu'on est dans un environnement opératoire plutôt froid, pour ne pas notamment que les chirurgiens transpirent, la façon dont est générée cette normothermie est parfois assez compliquée. Mais on a parlé de la normothermie pour le risque hémorragique, mais la normothermie a aussi un impact sur la prévention des infections. Alors, quand je dis en riant, c'est le cauchemar des hygiénistes, parce que quand vous avez des souffleries d'air chaud en dessous des champs opératoires, qui remuent bien la poussière et qui remuent bien tout ce qui devrait rester, surtout au sol, puisqu'on s'évertue à essayer de pulser de l'air en haut et de le récupérer en bas. Quand vous avez ces souffleries, ça ne va pas. Alors, il y a des tas de systèmes maintenant qui sont développés, des espèces de systèmes hot dog. Le patient qui est complètement emballé, bien sûr en chirurgie cardiaque, ce sont des choses qui ne sont pas applicables puisque le champ opératoire est recouvert. Enfin, il y a différents systèmes, mais il faut, avec l'équipe en prévention et contrôle de l'infection, essayer de trouver un excellent compromis entre le fait d'arriver à une température du patient correct et le fait de ne pas créer de troubles particuliers dans la salle. L'oxygénation des tissus, ça vous le savez bien mieux que moi, c'est aussi un niveau d'évidence 1, en tout cas dans les recommandations de l'OMS, et donc c'est assurer une oxygénation optimale des tissus pendant et après la procédure chirurgicale et bien sûr certainement chez les patients qui sont intubés. Donc ça, ce sont 3 paramètres que vous contrôlez vous complètement et qui ont un impact sur la prévention des infections. Si on revient à nos sources d'infection, donc ça, on parlait du patient, maintenant on va parler des sources exogènes et notamment le personnel et l'équipe chirurgicale. Tous les gens qui sont dans la salle vont générer 5 millions de squames porteuses de germes viables et chaque individu est une source potentielle de micro-organismes. Il est évident qu'on va traiter et exclure le personnel infecté. On n'a pas parlé du porteur de MRSA, parce que ça, c'est quand tout à l'heure on a dit il y a
On a identifié la source des médiastinites, c'est un infirmier porteur de MRSA. Il est évident que, et c'est toi Baudouin qui m'a appris, risque identifié, risque contrôlé. Un membre qui serait porteur d'un micro-organisme dans son nez, il est identifié, on va le décoloniser, le risque est contrôlé. Quand on parle d'exclure du personnel infecté, c'est l'infirmière instrumentiste qui a une magnifique conjonctivite à staphylocoque doré. Le chirurgien qui a une conjonctivite à staphylocoque doré. Il est évident que ça, ce sont des gens qu'on doit exclure de l'environnement tant qu'ils sont encore potentiellement disséminateurs. La désinfection chirurgicale des mains et des avant-bras, on redit un petit mot, c'est aussi une façon de diminuer le nombre de micro-organismes que l'on a sur les mains et de les diminuer de façon prolongée. Momentanée quand on place un cathéter, prolongée quand on va intervenir pendant des heures chez un patient. L'utilisation des barrières aseptiques par l'équipe chirurgicale, donc ça c'est masque, blouse et gants stériles. Catégorie 1B, plus personne n'oserait opérer sans mettre de blouse, évidemment, alors que ça a quand même été fait pendant très très longtemps. Et le matériau des blouses et des champs opératoires doit être imperméable. Donc ça, c'est un choix qui, je dirais, dépasse un peu l'équipe chirurgicale au début. C'est un choix qui est parfois fait en amont avec les utilisateurs et sur lequel on ne peut plus intervenir, mais il faut s'assurer de leur utilisation pendant l'intervention. Alors tout à l'heure, on a parlé de la tenue au quartier opératoire. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce ne sont pas les hygiénistes qui sont les plus exigeants au point de vue utilisation de cette tenue de travail. Ce sont parfois les autres. Et c'est parce que nous, on sait ça. Regardez ici, tenue vestimentaire au bloc, pour nous, c'est vraiment pas clair. Vous voyez ici que quand on fait des prélèvements des tenues de travail, et c'est pas si vieux, hein, c'est 2011, quand on fait des prélèvements des tenues de travail, vous voyez que quand on fait des prélèvements des tenues de travail sur des tenues de salle d'op, sur 32 tenues inspectées, 50% avaient des cultures positives avec des agents pathogènes, 43 avec des acinetobactères, 13 avec des staphes dorées, des entérobactéries, des pseudomonas, et vous voyez 9% avec des agents résistants. Et quand vous voyez les blouses blanches et les uniformes, c'est à peu près la même chose. Donc, pour nous, c'est un grand point d'interrogation, et ce qu'on n'a jamais pu montrer, c'est que le fait de revêtir une tenue spécifique du bloc avait un impact sur la prévention des infections. Donc ça, c'est vrai que ça fait un peu l'effet d'une bombe, mais pour certains, mais c'est comme ça. Quelque chose qui est par contre important, c'est de se rendre compte qu'un masque, ça a deux faces. Si vous saviez le nombre de gens qui le portent avec la face 12 pour votre peau de bébé à l'extérieur, donc il est évident que c'est la face qui est la plus rigide, qui est à l'extérieur, elle est imperméable, et la face la plus douce, elle est mise à l'intérieur. Si vous faites l'inverse, vous n'êtes pas protégé. Le patient peut-être, parce que vous allez cracher dans la face imperméable, mais vous n'êtes quand même pas tout à fait protégé, vous êtes moins protégé. Donc ça, c'est... Tout à l'heure, on essayait de quantifier certaines choses, mais je peux vous dire que quand les nouveaux assistants arrivent, par exemple, c'est 5% qui portent leur masque à l'envers. Il suffit de leur dire, ils ont compris. Ce qui est un peu troublant, c'est que d'un hôpital à l'autre, la couleur extérieure est parfois différente. Et s'ils ont l'habitude d'avoir le bleu à l'extérieur, peut-être que dans un autre hôpital, c'était de l'autre côté. Donc ça, c'est assez amusant. Et la façon dont on porte son masque, pour moi, c'est excessivement important. Parce que c'est bien sûr important pour tout ce qui est prévention de la transmission des germes par voie aérienne, avec le fameux masque tuberculose un peu en forme de canard. Ça, il est évident que là, c'est super, super important. Mais même au bloc, c'est important. Un masque, ça se porte, et Geneviève l'a dit, pendant l'intervention, et les anesthésistes aussi, pendant l'intervention, ça se porte bien pincé, on doit être protégé. Et ici, à mon avis, il devrait être un peu plus déplié, bien déplié pour protéger son menton. C'est une façon, le masque est fait pour protéger le patient, mais aussi pour protéger le soignant dans ce cadre-ci. Et donc, l'anesthésiste n'échappe pas au port du masque.
Ici, ça c'est la tenue typique, on en a déjà parlé, la tenue typique pour la préparation enfin quand on est en zone critique pour la préparation, la tenue critique pour la tenue en zone critique quand on va intervenir et faire un acte invasif, la tenue pendant l'intervention. Vous voyez que l'anesthésiste, lui, est dispensé d'une blouse stérile. Et alors ça, c'était aussi, je dis ça, mais c'est parce que moi, je vois toujours la diapo suivante, mais quel couvre-chef choisir? On a parlé de la protection des barbes, ça c'est clair. Mais vous savez qu'il y a des opérateurs qui veulent mettre des cagoules et qui parfois exigent que tous les membres présents dans la salle, sont souvent des orthopédistes, qui exigent que toutes les personnes présentes dans la salle portent une cagoule. Mais je peux vous dire que ça ne change rien. Ça ne change rien à la contamination de l'environnement. Donc ça, si on vous oblige à mettre une cagoule, vous pouvez toujours dire non avec ces arguments, que les opérateurs, que l'orthopédiste en charge du patient le fasse, c'est son problème, mais pour les autres, c'est vraiment pas exigeant. Alors, les prérequis à une bonne désinfection chirurgicale des mains, on a parlé des prérequis à l'hygiène des mains, ce sont exactement les mêmes. La chose que je voudrais ajouter, c'est oublier le rite de la brosse. Qui est-ce qui se brosse encore dans le scrub ? Vous pouvez vous brosser les mains le matin quand vous avez des ongles sales parce que vous avez gratouillé dans vos parterres la veille pour vous détendre. Mais après, vous n'avez plus besoin d'utiliser cette brosse. La brosse a un effet pervers qui est de faire remonter à la surface des mains, de la peau, les micro-organismes qui sont bien enfouis dans notre flore résidente. Donc il faut absolument oublier cette brosse. Si jamais vous utilisez une brosse le matin avant la première intervention, vous ne prenez pas celle qui traîne dans l'auge. Pas d'économie. Nous ne sommes pas dans un pays à ressources limitées. Vous en prenez une nouvelle. Et puis vous la jetez. On voit des choses quand on se promène au bloc. Les gens sont parfois un petit peu distraits. Ici, juste, c'est de la contamination des bijoux. Je peux pas ne pas vous la montrer. Vous la connaissez, hein, celle-là, elle a suffisamment circulé dans le cadre des campagnes. Et ça, ce sont les petits trous qu'on trouve à la surface des faux ongles. Ce sont des petits trous, vous voyez, une taille de 50 microns, vous voyez ce que ça peut représenter. Ce sont des petites bulles, en fait. Donc voilà pourquoi on est si sévère sur les faux ongles. On peut avoir des petites bulles dans le vernis aussi. Tout ça, ce sont probablement des détails pour vous, mais c'est vrai que dans certaines catégories professionnelles au niveau du bloc opératoire, on doit encore insister. Je pense aux aides-soignantes, ce sont des gens qui ne se rendent pas compte, qui sont parfois, enfin qui sont impliqués aussi dans la prévention des infections. La technique de désinfection chirurgicale des mains, là je voudrais insister sur un point que vous le fassiez dans le cadre avant de placer un cathéter ou que ce soit le chirurgien, il y a un moment qui est hyper important, je crois que j'avais mis un zoom, c'est ce moment-ci. Vous prenez de la solution hydroalcoolique et vous allez, quand vous en avez encore tout plein, dans le creux de votre main, vous allez vous désinfecter le bout des doigts. Le bout des doigts, c'est la pince avec laquelle on fait tout, c'est l'endroit où on fait le plus de trous dans ses gants, par mégarde, et on ne s'en rend pas toujours compte. Donc cette étape-là est hyper importante. Pourquoi est-ce que j'insiste beaucoup? Parce que si vous avez utilisé, si dans votre institution on utilise du stérilium, par exemple, pour ne pas le citer, les affiches de Bode, qui étaient excessivement bien faites, ne mettaient pas en lumière ce point hyper important. Et donc, à Saint-Luc, on est tombé dans le panneau. Parce que moi, j'ai utilisé la technique de Bode pendant des années. On est en train de changer pour privilégier ce moment, cette étape numéro 2 qui est hyper importante pour le bout des doigts. À partir du moment où on a trempé ses mains, eh bien, on va se désinfecter les avant-bras, puis on va recommencer, on va se désinfecter le bout des doigts, on va se traiter les avant-bras et on terminera par les mains. Le fait d'avoir bien désinfecté et tout au début de la procédure, qui selon les recommandations du fabricant va durer en général 90 secondes, si on a bien fait ça, on a l'assurance d'avoir eu le bout des doigts bien désinfecté et
pendant le temps requis par le fabricant. Donc ça, c'est un moment pour moi hyper important qu'on doit vraiment remettre en lumière et sur lequel on doit insister. Donc quand on a fait tout ça, si on fait ça tranquillement, on arrive aux 90 secondes. Il y a des institutions où ils disent qu'il faut, comme à la KUL par exemple, qu'il faut redésinfecter les mains 2 ou 3 fois pour arriver à un résultat correct. Nous considérons que les recommandations de l'OMS sont suffisamment claires comme ça et que si on a vraiment privilégié cette étape 2, on a un résultat optimal. Alors l'environnement, y compris l'air, le bloc opératoire, c'est un secteur protégé. Il n'est pas en plein milieu de l'hôpital, permettant à tout le monde de le traverser. Il est en général au bout du bout. C'est vraiment un secteur protégé dans lequel il y a des règles à respecter. On en a déjà parlé tout à l'heure. Il y a des conditions d'accès dans la zone, il y a des respects des circuits et il y a la qualité de l'air. Mais ça, j'en parlerai pas trop parce que tu en parles. Hein. Tu en parles beaucoup. Je dirais un ou deux petits mots. La circulation à l'intérieur du bloc, elle ne se fait pas n'importe comment. Et d'expérience, je connais pas énormément, je n'ai pas travaillé dans beaucoup d'hôpitaux, j'ai travaillé aux Hugues à Genève et j'ai travaillé à Saint-Luc, mais ce ne sont pas les anesthésistes les meilleurs élèves, surtout les superviseurs. C'est vrai, ils doivent parfois se couper en deux pour aller surveiller différentes interventions, mais il y a beaucoup de raccourcis qui sont pris et qui ne devraient pas être pris. Quand on passe entre deux utility salles pour vite passer d'une salle à l'autre, non, ça ne va pas. C'est pas par là qu'on va. On passe par le scrub, qui n'est plus un scrub, qui est un rub, mais ça n'a pas d'importance. Donc on doit passer par une petite porte, mais il n'y a rien à faire. On doit faire le tour. Oui, ça prend un peu plus de temps. Mais on va voir qu'on diminue quand même moins les risques et on diminue moins les ruptures de pression. Bien en amont des circulations entre deux salles, il y a l'entrée au bloc. On va rentrer et sortir du bloc par des issues autorisées. À Saint-Luc, il y a des issues autorisées claires et il y a des issues non autorisées, mais que certains s'autorisent. Ce sont des portes on doit pouvoir sortir du bloc opératoire par différentes issues que des issues autorisées, en cas d'incendie, s'il y avait une catastrophe. Mais, donc on peut sortir du bloc, ça c'est normal, mais le système est fait de telle sorte qu'on ne puisse plus y rentrer. Mais vous savez ce qui se passe? On trouve du sparadrap sur les systèmes de portes pour qu'on puisse à la fois rentrer et sortir. Non, tout ça a été étudié pour ne pas être utilisé. Alors, tant qu'il y aura des hommes et des femmes, c'est pas tellement mieux, mais tant qu'il y aura des humains, il est évident qu'on va trouver tous les moyens de rentrer et de sortir par là. Alors, parfois, ce sont des fumeurs. Hein. Ils disent, oui, mais c'est pour perdre moins de temps. Ben, arrêtez de fumer, alors. Je sais pas, mais tout ce que vous risquez, c'est de prendre quelques kilos. Regardez-moi, j'ai arrêté de fumer. Mais j'y suis arrivée. Mais il n'y a rien à faire. Les issues, elles ont été définies sur des plans avec le capitaine des pompiers, le commandant des pompiers qui est venu valider si tout était OK. Et on a bien dû autoriser certaines sorties, mais on devait contrôler les entrées. Alors, le respect des zones, donc de la circulation à l'intérieur du bloc, c'est ce que j'avais un peu anticipé tout à l'heure. Il y a des portes avec des gros sigles interdits rouges. À Saint-Luc, les portes sont même rouges. Des portes qu'on ne peut pas prendre dans un sens, elles sont rouges. Mais on les prend. Même si je suis là, on les prend. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est qu'ils ne savent pas. Donc, il y a une formation, il y a probablement la lecture du règlement d'ordre intérieur qui est nécessaire et des formations à donner. Alors, l'intérêt des doubles circuits pour le transport du matériel propre et stérile vers la salle d'opération et pour l'évacuation du matériel et des déchets et des linges sales, ça c'était les salles d'op qui étaient conçues dans le temps où on avait encore beaucoup de place, les circuits propres et les circuits sales. Ne soyez pas étonnés, il y a des salles d'op où vous n'avez plus ce double circuit, mais on a prévu que le propre et le sale ne se croisent pas. Donc ce n'est pas parce qu'on n'a pas une infrastructure parfaite que l'on ne peut pas prendre de bonnes mesures. Donc ne soyez pas étonnés, il y a de moins en moins, on a de plus en plus besoin de salles, donc on a de moins en moins de place pour faire des doubles couloirs et des doubles circuits. Donc
c'est pas pour ça qu'on ne peut pas respecter les bonnes recommandations. Donc, des choses qui évoluent de façon certaine, mais qui ne sont pas un frein au respect des bonnes pratiques. On a vu tout à l'heure les zones critiques du quartier opératoire, les zones semi-critiques, les zones non critiques. Il y a peut-être un endroit un peu particulier qui est la salle de réveil et qui vous concerne. Il y a des salles de réveil qui se trouvent dans les blocs, des salles de réveil qui se trouvent tout en dehors des blocs. Et donc là, la tenue qu'on va parfois exiger du personnel n'est pas la même. Mais donc, sachez que ça, ce sont aussi des choses qui sont contrôlées, qui doivent être respectées. Alors, est-ce qu'on peut aller pousser un patient en salle de réveil avec la tenue que l'on avait dans la salle d'op? Ben oui, évidemment, on ne va pas vous demander de dire au patient, monsieur, vous voulez bien attendre un peu, ballonnez-vous tout seul, je vais me changer. Quand vous devez pousser un patient aux soins intensifs, c'est exactement la même chose. Mais là, de nouveau, il faut être raisonnable, savoir ce que l'on a fait. Si on va déposer un patient et qu'on doit retourner au bloc après, et on se dit, tiens, j'irais bien voir le patient que j'ai opéré la veille, mais il est porteur d'une Klebsiella pneumoniae CPE, il est évident que vous allez respecter les mesures de prévention de la transmission en allant voir ce patient, vous allez mettre une surblouse jaune et des gants, vous vous désinfecterez les mains et vous pouvez retourner au bloc sans aucun problème. Si vous n'avez pas respecté ça, pensez à vous changer. Donc de nouveau, à partir du moment où vous connaissez le risque, vous êtes tout à fait capable d'appliquer les mesures de prévention. Et ça, c'est de la prise de conscience, je dirais, individuelle. Alors, on a déjà parlé de la ventilation en salle quand on a parlé des précautions additionnelles et on a vu que c'était quelque chose que vous saviez bien, qu'il faut 15 renouvellements d'air par heure, une pression positive. Pression positive. Pression positive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pression dans la salle est supérieure à celle des couloirs. Ça veut dire que l'air des couloirs, qui sont la zone non critique, ne vont pas rentrer dans la salle. À une condition, c'est que les portes soient fermées. Tout ça est calculé, porte fermée. On va pulser l'air en haut, on va le récupérer en bas pour en plus favoriser un effet piston. Donc pour favoriser la sédimentation des micro-organismes rapidement. Donc tout ça n'est valable que si on essaye de ne pas ouvrir et fermer les portes inutilement et que les portes restent fermées pendant toute l'intervention. Non, on ne laisse pas la porte ouverte de la salle pour pouvoir parler en criant à son voisin d'à côté ou à la salle d'en face. Ne nous trouvons pas toutes sortes de mauvaises excuses. Le nombre de personnes présentes aussi dans la salle doit être réduit au minimum. Dans nos institutions, je dois dire que ce n'est pas toujours facile, parce que vous avez les stagiaires de toutes les catégories, juniors, seniors, etc. Mais ce sont des gens à qui on apprend à ne pas trop bouger. Une fois qu'ils sont là, ils ne bougent plus, ils ne rentrent pas, ils ne sortent plus. S'ils doivent sortir, on leur dit, vous ne sortez pas par la grande porte. À Saint-Luc, on a encore des portes qui sont des portes qui s'ouvrent à grands battants. Maintenant, on a des portes coulissantes, c'est beaucoup mieux pour la diminution des mouvements d'air dans la pièce. Mais si on n'a que des grandes portes, on sort par le scrub qui est en général une petite porte qui ne fait pas trop de mouvements d'air. Mais plus on rentre et on sort, plus on a de risques de perturber cet effet piston et ce qu'on attend pour diminuer le risque de contamination du champ opératoire. Quand j'avais encore beaucoup de temps, je faisais beaucoup d'observations et je peux vous dire que 70% des sorties de salle ou des entrées en salle étaient non justifiées. Donc il faut réfléchir un peu à tout ce dont on a besoin dans la salle avant. Il est évident que si on n'a pas pris le bon numéro de prothèse et qu'on doit avoir une autre, il faut sortir dans l'arsenal stérile et aller en chercher une autre. Il y a toujours des circonstances dans lesquelles on doit rentrer et sortir, aller faire des gazométries, des choses comme ça. C'est normal. Mais il y a aussi quand même, tu viens manger un sandwich avec moi à midi? Non, on n'ouvre pas la porte pendant une intervention pour demander si on va manger un sandwich avec le chirurgien à midi. Ça va pas. Ça, ce sont des choses que l'on ne peut pas tolérer. Alors, il y a des chirurgiens, notamment des orthopédistes, qui chez nous ont trouvé des trucs, ils mettent des lits devant la porte. En mettant le lit du patient devant la porte, ça veut bien dire, pendant que j'opère, vous n'entrez pas
dans la salle par la grande porte, donc rentrer par la porte à côté. Et si on rentre, on doit encore dire qui on est, pourquoi on vient, etc. Mais il a raison. C'est son patient qui est là, il lui met une prothèse de genou, c'est tout à fait normal. C'est un truc. Donc on peut trouver des trucs pour diminuer ces comportements inadéquats. Donc la contamination de l'air, elle est liée à deux phénomènes associés. Donc d'abord les micro-organismes et puis les particules inertes qui vont servir de support, d'où une des normalisations des tissus qui vont aussi rentrer. On a dit la norme 13 950, le peuple, je ne sais plus le numéro par cœur, mais donc on essaye de générer le moins de particules dans l'air des salles, parce que vous voyez ici qu'il y a un lien, c'est vieux ça, il y a un lien entre le taux d'infection et le nombre de particules qui sont présentes dans l'air par mètre cube. Donc l'air du quartier, la contamination de l'air, elle provient de l'activité humaine. Le nombre de particules émises, on l'a dit tout à l'heure, est impressionnant. Ça se présente sous forme de squames cutanés, de gouttelettes respiratoires ou salivaires, d'où l'intérêt du masque quand on rentre dans la salle et qu'il y a du matériel déballé ou un patient. Et chaque squame est chargé en bactéries viables. Alors, je ne sais pas si on en a parlé tout à l'heure, mais on en a parlé entre nous, les lits qui rentrent dans la salle. Il y a beaucoup de gens, mais oui, tu en as parlé, on peut faire rentrer les lits. Un des arguments pour ne pas faire rentrer les lits était que les lits des patients sont pleins de germes du patient. Mais vous savez qu'on demande aux infirmières le matin de changer les draps du patient après la douche. La deuxième douche pré-op, on demande de changer la literie des patients. Donc les lits sont propres et ils ne sont pas pleins de squames chargés en bactéries viables. Et ça, c'est une vieille diapo que M. Axe, que j'espère vous connaissez, qui est un de mes mentors, montrait toujours. C'est une intervention chirurgicale, une hernie hiatale par voie abdominale. Donc vous voyez ici, c'est le nombre de germes par mètre cube. Vous voyez ici, c'est l'entrée du personnel, c'est tôt le matin, puis ça se calme un peu, puis ici, on prépare et on pose les champs, ça fait toujours beaucoup de remue-ménage, donc ça remet en suspension dans l'air des tas de squames et de particules qu'on s'est évertués à pousser vers le sol, mais on fait beaucoup de va-et-vient. Et puis, vous voyez que ça, c'est le temps opératoire, et ça, c'est l'enlèvement des champs. Ceci me fait dire que, et j'en parle plus tard, mais le temps opératoire, pour moi, il est terminé quand il y a un pansement sur la plaie. C'est quelque chose sur lequel on doit insister, parce qu'avec nos temps péropes qu'on essaye de raccourcir le plus pour rentabiliser nos salles, on appelle parfois les techniciens de surface pour qu'ils viennent déjà tout nettoyer et tout remettre en ordre, alors qu'il n'y a pas encore de pansement sur la plaie. Le chirurgien, parfois n'est plus là, il demande à l'assistant de fermer. Mais vous, en tant qu'anesthésiste, vous pouvez dire non, stop, il n'y a pas de pansement. Vous reviendrez quand il y aura un pansement. Donc nous, on essaie d'éduquer les techniciens de surface aussi, mais les pauvres techniciens de surface, parfois, on leur dit non, 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 vous venez tout de suite, il faut se dépêcher. Moi, je leur dis, vous restez devant la porte et vous dites, Madame Simon a dit que je devais attendre qu'il y ait un pansement. Ça ne marche pas toujours, il paraît. Mais il faut essayer, c'est pour ça que je vous disais, team spirit. Essayez de tous se liguer pour qu'on arrive à une qualité indispensable pour la sécurité de nos patients. Donc, quand on parle de... Je vais peut-être plutôt arriver ici. Donc ça, c'est un vieux schéma aussi, mais que j'aime bien. Ça vous montre un peu comment fonctionne une salle luxueuse, hein, avec un couloir sale qui aborde un couloir propre. Vous voyez que ce qu'on essaye de faire, c'est minimum 15 renouvellements d'air par heure et qu'on va pulser l'air en haut et le récupérer en bas. Et ça, c'est boîte fermée. Ça marche excessivement bien. Boîte fermée, ça marche bien, donc tout ce qui peut perturber, c'est laisser des portes ouvertes ou ouvrir et fermer les portes. Et là, on dirait que vous avez certainement un rôle à jouer. Alors, les flux laminaires, tu en parles? Alors, je passe. Donc ici, pour l'air, les messages à ramener, c'est opérer porte fermée. Limiter le nombre de personnes dans la salle, limiter les allées et venues non nécessaires. Le temps opératoire, c'est de l'incision au recouvrement de la plaie avec un pansement. Et la présence du flux, quelle que soit la taille, ne change rien, sinon les comportements.
C'est comme la tenue de travail. C'est ça l'intérêt. Ça va modifier le fait que, en salle 12, il y a un flux laminaire, donc on rentre moins facilement. Mais on vous en reparlera tout à l'heure. Benoît vous en reparlera. Alors, le délai entre deux interventions. Est-ce qu'il faut un délai entre deux interventions? Habituellement, le temps interop va permettre à la salle, si vous avez 15 renouvellements d'air par heure, vous voyez que le nombre de minutes pour éliminer les contaminations de l'air, on ne parle pas de bactéries multirésistantes, etc. On parle de contamination avec des germes commensaux. Vous voyez que les temps interop habituels vont garantir une réduction de la contamination de l'air. L'importance de l'environnement propre, puisque ce qu'on essaye en salle, c'est aussi d'avoir un minimum de surface plane. Alors, vous avez différentes surfaces planes. Là où vous préparez vos médicaments, ce sont des surfaces planes. Là, au niveau de vos respirateurs, vous avez des surfaces planes. Sachez que ça, ce sont toutes des surfaces qui vont arrêter les micro-organismes qui sédimentent, que vous allez vous-même contaminer avec vos mains. Donc, ce sont des surfaces qui risquent de vous contaminer. Donc, même si elles sont rarement impliquées comme origine dans les infections du site opératoire, les surfaces, il ne faut pas les négliger. Quand j'arrive le matin tôt et que je viens faire des inspections de salle et que je vois le chariot à médicaments qui est plein de taches collantes, qu'il y a encore un petit peu de sang de la veille, je me dis mais non, l'anesthésiste ne va quand même pas commencer à préparer ses médicaments sur cette surface. Et donc j'appelle un technicien de surface, on me dit oui mais madame, la salle c'était la salle de garde, elle a tourné cette nuit. Enfin, je dis c'est pas une raison. Alors parfois je dis à l'anesthésiste, avant de commencer, n'oublie pas de désinfecter. Je ne suis pas toujours très bien accueillie, mais on ne va pas laisser des taches de sang visibles sur une surface sur laquelle on va commencer à préparer ces médicaments. Ça me paraît être du B à bas. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sang? Un virus de l'hépatite B, un virus de l'hépatite C. Le virus HIV, normalement, il est chocolat bleu pâle. Là, il n'est pas très, très résistant dans l'environnement, mais HIV, HBV, je peux vous dire que ça résiste dans l'environnement assez bien dans une goutte de sang. Donc, on va désinfecter ces surfaces. Donc, méfiez-vous. Vous avez, beaucoup de surfaces planes qui sont là en permanence et qui sont des réceptacles à des poussières ou à des gouttelettes qui pourraient arriver pendant l'intervention. Donc, si souillure visible, il est évident que vous devez les désinfecter. Ça doit être vous. Il ne faut pas appeler le technicien de surface. C'est vous qui devez désinfecter avant de commencer à travailler. Ça ne me paraît pas une tâche épouvantable. Vous n'avez pas accès à des lingettes, des petites lingettes pour la désinfection des surfaces? Qu'est-ce que vous utilisez pour désinfecter? Si vous voyez une tache de sang, qu'est-ce que vous avez à votre disposition? Quoi ça? Des lingettes ou bien un flacon d'alcool et un tampon qu'on a sous la main. Ou du papier main. Éventuellement. Mais non, là, on doit sortir de la salle. Donc, les lingettes, ça, c'est l'idéal pour ça. En général, les lingettes, elles sont détergentes et désinfectantes. Donc, c'est vraiment l'idéal. Mais ça doit être fait au moment où la surface est contaminée. Alors, le temps interop, ça, c'est pas, vous allez dire, c'est pas mon business et vous avez raison. Mais le temps interop, il peut être excessivement réduit pour des interventions peu salissante, peu souillante, et il peut être allongé, on l'a vu, après une intervention d'un patient porteur d'une bactérie multirésistante ou après une intervention qui a souillé énormément l'environnement. À Saint-Luc, on a 3 procédures interop, mais dans toutes les 3 procédures, il y en a une qui est vraiment très très courte, mais dans les 3 procédures, il y a quelque chose qui est incontournable, qui est, si présence de souillure visible, elles doivent être éliminées. Mais le temps interop peut effectivement être réduit à sa plus simple expression. Ici, je n'avais pas grand-chose à vous dire. Le double gantage, ce n'est pas quelque chose que vous utilisez, vous, beaucoup. En général, vous mettez qu'une paire de gants. J'ai parfois des collègues anesthésistes qui mettent 2 paires de gants quand ils savent que le patient est porteur du virus du sida, du virus HIV. Je ne sais pas si ce sont des pratiques que vous avez, mais ce qui m'étonne un peu, c'est qu'ils mettent 2 paires de gants quand le patient est porteur de VIH, mais qu'ils n'en mettent qu'une quand le patient est porteur de l'hépatite C. Alors là, je n'ai pas compris.
mais c'est simplement lié au tabou du virus, hein, au tabou lié au virus. Mais donc, parfois, je leur dis, mais vous savez, le VIH, vous vous piquez, il y a une prophylaxie, le foie va en prendre un coup, mais enfin, on peut vous donner un traitement qui va diminuer le risque de séroconversion. HIV, il n'y a que la prière. Hein. HBV, hépatite C, il n'y a que la prière. Donc, VIH, prévention, et honnêtement, ça fonctionne dans 100% des cas, les traitements prophylactiques. Ça marche bien, mais le virus de l'hépatite C, il n'y a rien. Et une hépatite C chronique, c'est pas marrant. Et donc, tout à l'heure, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les comportements vis-à-vis des gants, ils sont liés à la représentation de ce qu'on a du liquide biologique du patient avec lequel on va interagir. Et ici, pour les virus, c'est typiquement ça. Hein. C'est la représentation qu'on a de la maladie qui va gérer notre comportement. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas comme ça qu'on doit faire dans le cadre de sa protection à soi. Et sinon, ben, ça c'est pour les chirurgiens, il n'y a pas de recommandation concernant le double gantage. Quelque chose vis-à-vis desquels vous pouvez... donc la contamination du site opératoire, on a dit, elle a lieu pendant l'intervention. Alors il y en a beaucoup qui ont envie d'irriguer les plaies avant la fermeture pour ne pas enfermer le loup dans la bergerie, Dixit. Et alors, on voit différentes pratiques. Et une pratique vis-à-vis de laquelle on doit lutter, c'est rincer avec des antibiotiques. Rincer avec de la rifampicine. Donc, si on vous dit, est-ce que tu as de la rifampicine? Vous dites non. On peut éventuellement rincer avec de la polyvidone aqueuse, mais un antibiotique, non. Ça doit rester clair. Est-ce qu'il y a encore des pratiques comme ça? En chirurgie cardiaque, nous, on a eu du mal à se débarrasser de la rifampicine. Les portacates. Des antibiotiques. Il faut arriver à supprimer. Oui, vous leur direz, ce serait gentil. Donc là, vous avez vraiment un rôle important. Donc, et je pense que c'est ici, vous ne m'avez pas demandé de parler des facteurs post-opératoires, donc je m'arrêterai ici. Le quartier opératoire est une zone protégée où la technique, mais surtout les comportements, visent à diminuer le risque de contamination du site opératoire et donc l'insertion. Et donc, il y a une place pour les rites et les mythes, mais elle doit devenir de plus en plus maigre et on a quand même maintenant beaucoup de données basées sur l'évidence qui font que les comportements devraient être un peu plus rationnels et les techniques aussi doivent devenir un peu plus rationnelles et standardisées. Voilà, je vous remercie pour votre attention.